temps d'une saison, le fleuve s'était retiré, réduisant de plusieurs kilomètres, à certains endroits, la largeur de son cours. À présent, l'Amazone est de retour avec la cohorte de ses affluents, Rio Napo, Rio Negro, Rio Branco, Rio Tapajo, Rio Xingu, et 1000 autres fleuves à l'échelle d'un continent. Il faut rappeler que l'Amazonie est composée de 3 écosystèmes. Les igapos, ou terres inondées en permanence, les terras firmes, ou terres toujours à sec, et les varzeas, ou terres périodiquement inondées. En Amazonie, certaines essences d'arbres passent les premières années de leur vie dans l'eau, et seule leur fête émergera au gré des flux et reflux du fleuve. Les varzeas forment un milieu unique au monde. Des arbres et des végétaux devenus amphibies y croissent et vivent. D'autres y meurent et enrichissent les eaux de matière organique. Dans les zones marécageuses, permanentes ou temporaires, l'eau règne désormais sans partage. De nombreuses espèces d'escargots déposent leurs œufs qui forment des grappes sur des tiges ou des feuilles de plantes aquaphiles. Dans certaines régions, comme le Pantanal, ils fournissent ainsi à certains poissons leur principale source de nourriture. Foulant le tapis des jacinthes et des nénuphars qui prolifèrent sur la boue des berges des marécages, un jeune capybara broute paisiblement. Soudain surgit l'oiseau le plus agressif des marais, le shona à collier. Le shona se distingue par son cri claironnant et par sa peau sous laquelle sont emprisonnés des milliers de bulles d'air, lesquelles améliorent son aptitude à flotter. Bien que ses pattes soient dépourvues de palmes, le shona se déplace dans les prairies de jacinthe en seigneur querelleur et primitif. Il y a quelques jours, un vieux dauphin rose est venu se réfugier dans une anse du fleuve. Chan est un vieillard arrivé au soir de sa vie. Son corps porte les cicatrices du temps qui blesse et qui meurtrit. Des poissons-chats peuplent les eaux où nage Chan. Certains d'entre eux sont revêtus de plaques cornées et déploient comme des parures de guerre des nageoires hérissées de piquants. Normalement, les dents de Chan, épaisses et coniques, devraient accrocher sans peine la chair du poisson et d'une simple secousse l'expédier vers l'estomac, divisé en 4 compartiments. Mais il n'en est rien. Chan est affaibli et ne parvient même plus à avaler sa proie. Le poisson lui encombre la gueule comme un fardeau inutile.
Chan échoue à coordonner ses mouvements et laisse tomber son repas. Le dauphin rose d'Amazonie est presque aveugle. À quoi serviraient de bons yeux quand il faut la moitié du temps nager dans des eaux troubles? C'est à l'aide de son sonar qu'il cherche l'écho de sa proie, mais en vain. Du bout du nez, il fouille le sable et finalement renonce. Il est trop tard. Sa vigueur s'est enfuie. Chan est comme l'Amazone, mystérieux et vulnérable. Et s'il s'empêtre désormais dans les herbes et les souches des fonds fluviaux, il n'en appartient pas moins à une espèce dont le destin se confond avec celui du fleuve lui-même. Contrairement à son cousin maritime, le dauphin rose, aussi appelé Boto, ne saute pas en l'air. Il n'éclabousse pas le monde. Il est noble et discret. Les Indiens disent qu'il y a en lui quelque chose de divin. Affaibli par la faim, épuisé d'avoir tant vécu, Chan se repose un instant au fond du fleuve. Toutes les 30 ou 40 secondes en moyenne, il lui faut remonter à la surface. Il en sera ainsi jusqu'au moment où ses forces le quitteront. Pour l'instant, une fois encore, Chan se glisse dans la tiédeur du fleuve d'ombre et se confond avec lui. Sur le territoire qu'elle partagea naguère avec Zuko, partenaire juvénile et maladroit, Kaloa se retrouve désormais seul. Ainsi qu'il est de règle chez les jaguars, le mâle s'en est allé après l'avoir fécondé. La saison des hautes eaux est propice à la grossesse. En effet, les proies deviennent plus accessibles puisqu'elles se concentrent sur les terres émergées. Kaloa accumule donc des forces en prévision du moment où elle devra, seule, élever ses bébés. Les faveurs que le fleuve accorde aux uns sont une malchance pour les autres. Si la saison humide sied aux carnivores, les pêcheurs des marécages voient leur proie évoluer et se perdre dans des eaux plus étendues. Les capturer requiert alors une application plus minutieuse et davantage de vivacité. Le jabiru, qui est la plus grande cigogne d'Amérique, est capable de pêcher quel que soit le degré de transparence des eaux. En effet, son œil se contente de localiser approximativement la zone où se trouve la proie, et le bec se déclenche à son contact, presque automatiquement grâce à des récepteurs sensoriels placés sous la corne de la mandibule inférieure.
aigrettes, friandes comme eux de crustacés, batraciens et poissons, paraissent défier les jabirus. Elles se déplacent sur les mêmes plans d'eau en quête de proie qu'elles délogent de leur cachette en piétinant la vase. Ce jour-là, c'est du côté des jabirus que se range la chance. Demain, peut-être, pour les aigrettes, les eaux seront plus généreuses. Dans le bassin de l'Amazone, comme dans les marais du Pantanal, qui en marquent la lisière méridionale, le poisson est la base même de l'écosystème. Le jaguar s'en nourrit aussi bien que le caïman, et il constitue le régime ordinaire de toute une faune de cigognes et de hérons. Une partie des poissons dispersés par les hommes dans les eaux de la région s'accumulent ainsi dans la chaîne alimentaire, passant du foie des poissons à celui des oiseaux et de certains mammifères. Quand l'aigrette a enfin capturé un poisson, sa tâche ne fait parfois que commencer. En effet, il lui faut encore parvenir à l'avaler, ce qui peut constituer un exercice de haute école. Sur son promontoire, un martin pêcheur rencontre de semblables difficultés, bien que son bec, moins agile mais plus solide, lui permette de mieux agripper sa proie. De peur que son poisson ne s'agite encore, rendant sa tâche malaisée, l'oiseau l'assomme sur une branche avec, par excès de précaution, une violence superflue. De là, un grand héron cendré recherche sa pitance devant des caïmans encore occupés à réchauffer leur corps au premier rayon du soleil. Pour pêcher, le tantale d'Amérique plonge sa tête dans l'eau jusqu'au ras des yeux. Et quand une proie touche son bec, celui-ci peut se refermer en 25 millièmes de seconde, ce qui constitue un record absolu. C'est à présent au cormoran de mesurer à ses dépens à quel point la nature a fait le poisson lisse et glissant et l'a doté quant à lui de peu de dons pour l'acrobatie.
Sur une berge que fréquentent des papillons occupés à pomper le nectar des fleurs, une famille de capybaras se repose au soleil. Il n'existe au monde aucun rongeur plus gros que le capybara. L'animal se tient toujours en zone humide car il apprécie par-dessus tout les plantes aquatiques. Certaines de ses attitudes, notamment lorsqu'il se tient assis sur son train arrière, ressemblent à celles du chien, mais c'est bien d'un rongeur qu'il s'agit, doté de larges incisives, capable de grignoter les écorces les plus coriaces. Reconnaissable notamment à son casque de cuir rouge au-dessus du bec, un jacana déambule. Bien qu'il consomme aussi des graines, le jacana aime se gaver d'invertébrés, et notamment d'insectes. Quand il les a agrippés dans son bec, l'oiseau les porte parfois à l'eau, où il les noie avant d'en faire son repas. Le jacana sait que la fourrure des mammifères constitue un garde-manger riche en vermine, mais sa participation au déparasitage n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. Les doigts du jacana constituent sa particularité la plus remarquable. Ils sont si longs que l'oiseau ne tombe jamais, qu'il marche sur le corps d'un capybara ou sur des paquets d'herbes flottant au gré des courants. Le doigt arrière en particulier assure un parfait équilibre. Importunés par le jacana mangeur de parasites, les capybaras décident de déserter leur aire de repos et de changer de rive. La mère met généralement au monde une portée d'1 à 6 bébés qui ne la quitteront pas avant plusieurs semaines. Arrivés de l'autre côté du ruisseau, les bébés mettent à profit l'éveil de leur mère et se mettent à téter. Et leur vie serait belle si les déparasiteurs nécessaires, mais exaspérants, ne venaient pas se remettre à la tâche. La famille au complet semble faire front à l'adversaire, mais en réalité c'est vers l'eau qu'elle se dirige, espérant sans doute en vain y trouver un refuge ou éviter la piqûre de l'insupportable oiseau. L'expansion des zones humides, notamment dans les immenses marécages du Pantanal, au sud du bassin amazonien, réduit la mobilité du cerf des pampas. Contraint à la disgrâce de patauger dans des boues où s'enfonce son pied, l'animal, naguère si élégant, n'est plus qu'un marcheur pâteau et malhabile.
très jeune cerf solitaire peine en cette saison qui n'est pas encore celle où plusieurs membres de la même espèce se rassemblent en harde. Ces prairies coutumières sont inondées. Les herbes dont il se nourrit et qu'il rumine se raréfient. Il lui faut aller les brouter au milieu de la fange. De son promontoire, un bantévi à ventre jaune voit arriver le daim. Aussitôt, comme il le fait d'ordinaire dans l'eau en quête de mollusques ou de crustacés, il plonge sur lui pour gober les mouches et les moustiques qui, par nuées, se déplacent dans son sillage. Le bantévi agace le daim, mais ici, le vrai danger s'appelle jaguar, puma, oslo. Pour l'en prémunir, la nature a donné aux cerfs des pampas des oreilles démesurées dont les pavillons très mobiles peuvent localiser la source du moindre bruit et d'un odorat capable de capter à plusieurs centaines de mètres de distance l'haleine d'un fauve. Toute frontière s'est dissoute entre la terre et l'eau. Le Pantanal n'est plus qu'une nappe verte et bleue où tout flotte et stagne. Les eaux ne monteront plus. Du plus grand au plus petit, les affluents de l'Amazone s'ébrouent, éclaboussant d'écume les lisières de la forêt. Des perruches s'élancent en piaillant sur des nuées d'insectes ou recherchent à la cime des arbres de nouveaux gisements de graines ou de fruits. Le feu d'artifice de leur envol explose comme il s'éteindra, soudainement. Les perruches, dont la couleur dominante est généralement le vert, se fondent dans le paysage. Mais si cette forme de mimétisme les fait passer inaperçus, leur caractère querelleur, lui, attire souvent l'attention. Bien que les couples soient monogames, les chamailleries sont fréquentes. Cependant, toute la volée cesserait de bruire et de caqueter si un prédateur arrivait. Les perruches redoutent particulièrement les singes et les coatis qui dévorent les œufs et détruisent les nids. Le fleuve semble inondé de lumière. Pourtant, cette image est trompeuse. L'Amazone charrie tant d'alluvions qu'aucune clarté ne parvient au fond de son lit. La photosynthèse ne peut donc pas se produire. Nulle plante ne pousse sur le plancher du fleuve. Dans le scintillement du plancton fluvial, un poisson court vers le destin ordinaire des créatures bonnes à dévorer. Bora est une dauphine affamée. Un dauphin rose comme elle doit consommer chaque jour un minimum de 10 kilos de poisson. Presque aveugle, car une bonne vision ne lui serait d'aucune utilité dans un univers si sombre, Bora repère ses proies par écholocation. Des ondes sonores sont émises dont l'écho se répercute sur les obstacles. Comme le fait un sonar, le cerveau peut alors reconstituer une sorte de carte sonore du paysage environnant.
ignore encore par quel organe sont émis les sons qui permettent à Bora de repérer par exemple ce piranha. On sait seulement que le rostre du dauphin, ainsi que son melon, c'est-à-dire la protubérance graisseuse située sur sa tête, joue un rôle important dans le dispositif. Légèrement estourbi, décontenancé, le piranha ne devra son salut de justesse qu'à la lassitude de la dauphine rassasiée. Le rescapé rejoindra bientôt le banc auquel il appartient. L'agressivité des piranhas est moins grande qu'on ne le croit envers les mammifères qui s'aventurent dans le fleuve, mais supérieure à ce que l'on suppose envers les autres poissons qui constituent l'essentiel de leur alimentation. Un poisson-chat affaibli semble d'abord laisser la meute indifférente. Mais chez les piranhas, il suffit qu'un individu sente la chair déchirée du poisson alade pour que se déclenche une hystérie collective qui tourne à la curée. Les piranhas n'inquiètent guère Bora, qui remonte respirer à la surface, comme elle le fait en moyenne 2 fois par minute, avant de replonger. Le dauphin rose de l'Amazone se comporte de manière moins exubérante que son cousin océanique, car ses nageoires dorsales et caudales sortent à peine de l'eau au moment où il plonge. Bora retrouve déjà son appétit. Hélas pour lui, le piranha rescapé nage à proximité. Le piranha qui se croyait sauvé finit tristement dans l'estomac d'une dauphine. La magnanimité n'existe que dans l'esprit des hommes. De même, l'idée que la forêt est un enfer vert excite la seule imagination des hommes. Pour les animaux, il existe des matins où elle est au contraire douce et tendre, comme une mer. Des matins tièdes, sans enjeu, ni tension. En général, une femelle jaguar met bas une portée d'1 à 4 petits. Voici quelques semaines qu'Aloha a donné naissance à 2 bébés, Balam et Kim. Balam est le plus intrépide, le plus avide de découvrir des menus secrets des plantes et des arbres. Mais une feuille ou une écorce n'ont pas toujours suffi à son bonheur. Avant de mettre au monde Balam et son frère,
Kaloa a creusé une tanière dans un amas de feuillage. C'est là qu'ils sont nés et ont passé leurs premiers jours, les yeux clos, jusqu'à la fin de la 2e semaine. Puis Kaloa, débarrassé de son compagnon Zuko depuis la fécondation, les laissa seuls régulièrement pendant les heures qui lui étaient nécessaires à chasser pour reprendre ses forces. C'est alors que Balaam, qui profitait de ses absences pour s'éloigner, se révéla fugueur et aventureux. Les absences de leur mère mettent toujours de jeunes jaguars en péril, mais la femelle n'a guère le choix, elle qui les élève sans aucune aide du mâle. Non, la forêt n'est pas un enfer vert pour un jaguar qui découvre la vie. Non, la forêt n'est ni sombre, ni hostile, ni cruelle, quand une mère et un frère sont là, tout près, dans la lumière qui danse. Balaam apprendra à grimper aux arbres sur lesquels parfois se réfugie la proie qu'il faut tuer pour survivre. Mais il sait déjà, par instinct, retrouver sur leur écorce les marques de griffes qu'un autre jaguar a laissées. Et il découvrira comment reconstituer, en reniflant les odeurs d'urine superposées, la mosaïque de territoire qui recouvre la forêt. À l'époque où naissaient la plupart des espèces qui peuplent la forêt, d'autres existaient déjà depuis longtemps. La blatte, par exemple, appartient à l'un des ordres d'insectes les plus anciens. Elle vivait déjà il y a 200 ou 250 millions d'années, bien avant que l'homme ou les dinosaures aient apparu. De forme plate, la blatte se glisse aisément sous les feuilles mortes ou dans la moindre fissure du sol. Bien à l'abri, elle se nourrit notamment de déchets organiques car elle peut digérer les matières végétales. C'est alors que l'appétit fait sortir de son terrier une mygale rouge. La chasseresse est une véritable machine sensitive. Elle dispose de 4 paires d'yeux et de toute une batterie d'organes qui l'aident à analyser les vibrations du sol et de l'air. La blatte dispose quant à elle d'appendices situés au bout de l'abdomen qui lui permettent de capter le moindre souffle ou la moindre trépidation venue de l'arrière. Ces appendices sont appelés les cerques. Malgré ses antennes à l'avant et ses cerques à l'arrière, la blatte semble ne pas comprendre que l'objet inanimé auquel elle s'intéresse n'est pas un végétal,
mais un prédateur. Quand un mouvement de l'amygale la rendra lucide, il sera déjà trop tard. Le combat s'engage pourtant mollement, mais la phase durant laquelle les adversaires s'évaluent mutuellement ne durera pas. Un instant, la blatte semble avoir pris le dessus. Cependant, en se retournant, l'amygale lui enfonce ses crocs dans le corps. À partir de cet instant où le poison s'instille, la partie est définitivement perdue pour la blatte. Quelques secondes auront suffi pour que la blatte, encore accrochée sous la bouche de son ennemi, cesse de vivre. L'amygale transporte sa proie vers sa tanière. Elle ignore que derrière les feuillages se dissimule une de ses congénères, prête à la délester d'un fardeau si pesant. La blatte est prestement passée d'un consommateur à un autre. L'amygale commence sa ronde funèbre. Il s'agit en réalité de stimuler les filières abdominales qui produisent le fil de soie dans lequel, éventuellement, la proie sera enveloppée. Peignée par des appendices situés à la sortie des filières, la soie est produite en plusieurs fils que l'amygale, animal archaïque, ne sait pas tisser pour en faire une toile. Déjà, l'amygale injecte dans le corps de la blatte des enzymes qui réduisent les chairs en bouillie. Ensuite, elle n'aura plus qu'à aspirer le liquide et à rejeter une enveloppe vide. Souvent, la forêt paraît inhabitée, mais il suffit que surgisse un coati en quête d'aventure pour que l'illusion s'efface. La queue dressée verticalement comme une flamme qui danse, le petit animal arboricole pourrait se croire seul, mais il ira de rencontre en rencontre. Si les femelles coatis forment avec leurs petits des groupes très structurés, les jeunes mâles sont vite exclus et deviennent ce que les Indiens Guarani appellent des coati mundi, c'est-à-dire des solitaires. Ces derniers ne fréquentent guère leurs congénères, mais se plaisent à se confronter à d'autres animaux des cimes. Dans ce coin de forêt qu'explore le coati, un singe laineux a décidé de mettre un peu d'animation. Un jeu sera vite organisé grâce à une branche servant de balancier.
Lassé d'organiser l'amusement des autres, le singe laineux pense enfin à son propre plaisir. Il improvise une cascade. Comme pour accroître le plaisir du joueur, la nature a voulu que la queue des singes de la forêt soit préhensile, contrairement à celle des singes de l'ancien monde. Les animaux arboricoles d'Amazonie peuvent l'utiliser comme une main et empoigner les branches en gardant leurs 4 membres disponibles pour d'autres tâches. C'est ainsi que la vie, par le phénomène de l'adaptation, trouve toujours une réponse aux défis de l'environnement. Les singes et le coati ne sont pas les seuls à avoir bénéficié d'une parfaite adaptation aux conditions de la vie arboricole. Les aras, en particulier, ont été, eux aussi, dotés d'un organe préhensile supplémentaire, un bec puissant, qui leur sert aussi bien à s'accrocher aux branches ou à se cramponner à l'écorce, autant qu'à briser les graines et les noix dont ils se nourrissent. Reconnaissables à leur éclatante couleur azurée, 2 aras hyacinthes préparent leur nid au creux d'un arbre mort. De temps à autre, le couple interrompt son activité, le temps de se livrer à l'unisson à un récital de chant. Les aras consacrent une grande partie de leur temps à des rituels amoureux. Un couple est généralement composé de 2 oiseaux qui resteront ensemble toute leur vie et se renouvelleront sans cesse les marques de leur affection par des caresses et par des mordillements du bec qui ressemblent souvent à des baisers. Les aras hyacinthes, comme les autres aras, sont strictement monogames. Les activités essentielles de l'existence, comme la préparation du nid, sont toujours accomplies à 2, et c'est un couple uni qui accueillera la naissance de 2 à 3 bébés, lesquels seront en mesure de prendre leur indépendance au bout de 4 mois. C'est aussi en couple que les aras traversent les épreuves, grandes ou petites, de l'existence, opposant par exemple un front commun à des usurpateurs venus voler leur nid. Tout est rentré dans l'ordre, le nid est définitivement adopté. Pour les aras, amants, touchants et fidèles, il sera plus qu'un abri, un foyer. La forêt tout entière constitue, elle, le foyer du jaguar, qui naquit pour y régner. Mais il n'est de roi qui ne fut jeune un jour. Balaam montre des signes de fatigue. Mais pour Kim, le temps est à jouer. L'humeur est au bonheur.
Un jour prochain, Kim et Balaam seront chassés et tués, comme le font leurs aînés. Déjà, leur mère leur ramène parfois, pour les habituer à l'odeur du sang et au goût de la chair, des oiseaux ou de gros insectes. Bientôt, ils joueront avec des tortues ou des serpents et découvriront que ces jouets se cassent et peuvent se manger. Ce jour-là, ils seront sevrés. Balaam, futur roi, prédateur des prédateurs, s'endort doucement, sous les caresses de son frère. Et Kim, qui voudrait bien demeurer éveillé, devra y renoncer, se noyer lui aussi, dans un sommeil épais et dense, comme une forêt.